Vous savez ce qui est drôle avec mes beaux-parents riches qui disent que je suis juste après l'argent? La blague, c'est eux, je suis une héritière secrète et ils vont découvrir exactement ce que ça veut dire. Mais laissez-moi revenir en arrière, parce que cette histoire devient bien meilleure quand vous comprenez à quel point ils se trompaient spectaculairement sur moi. La réalisation m'a frappée comme une gifle en pleine figure pendant ce qui était censé être un délicieux dîner de famille. J'étais là, assise à leur table de salle à manger en acajou qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, essayant de faire la conversation polie sur la météo pendant que Margaret, ma belle-mère, continuait à lancer ses petits regards à son mari Harold. Vous connaissez ces regards. Le genre qui dit « Il faut qu'on parle de quelque chose de déplaisant, mais on va rester civilisé ». Mon mari David était complètement inconscient, découpant son entrecôte comme si rien n'allait mal. Mon Dieu, comme j'enviais cette ignorance béate à ce moment-là. La bombe a explosé pendant le dessert. Margaret a posé son verre de vin avec cette précision délicate qui criait « Je vais gâcher votre soirée !» et s'est raclé la gorge. Les mots qui sont sortis de sa bouche semblaient enveloppés de velours, mais ils coupaient comme du verre brisé. Elle était inquiète, disait-elle, de mes intentions avec David. Après tout, je venais d'origine si modeste, ces mots exacts, et David était destiné à hériter d'une fortune assez substantielle un jour. Ma fourchette s'est figée à mi-chemin de ma bouche, un morceau de tiramisu en équilibre précaire au bout. La crème avait soudain le goût de cendre. Elle a continué, sa voix dégoulinant de fausses inquiétudes, expliquant comment ils avaient remarqué que j'avais posé des questions sur les finances familiales. Comment je semblais particulièrement intéressée par le fonds en fidéicommis de David. Comment les circumstances de ma propre famille. Eh bien, sûrement je pouvais comprendre leur inquiétude. Harold hochait la tête comme un jouet à ressort, murmurant occasionnellement son accord. « On veut juste ce qu'il y a de mieux pour David », a-t-il ajouté, comme si je n'étais pas assise juste là. La chaleur a commencé dans ma poitrine, se répandant vers l'extérieur comme un feu de forêt. Mes mains ont commencé à trembler, pas de peur, mais de rage pure et concentrée. Ces gens, ces putains de gens, pensaient que j'étais une sorte de croqueuse de diamants. Ils pensaient que j'avais épousé leur fils précieux pour son argent. Si seulement ils savaient, l'ironie était si épaisse que j'aurais pu m'étouffer avec. J'étais là, valant plus que toute leur famille réunie, me faisant faire la leçon sur mes motivations financières. Le fonds en fidéicommis qu'ils étaient si inquiets de protéger, c'était de la petite monnaie comparée à ce que j'avais dans des comptes qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Mais je n'ai rien dit de tout ça. Je suis juste restée là, à regarder leur bouche bouger, sentant mon monde basculer sur son axe. David fixait maintenant son assiette, les oreilles rouges de gêne. Il a marmonné quelque chose sur le fait qu'on devrait peut-être en parler plus tard, mais ses parents l'ont complètement ignoré. Margaret s'est penchée vers l'avant, ses mains parfaitement manucurées croisées devant elle. Elle a suggéré, si gentiment, si généreusement, que je pourrais peut-être envisager de signer un contrat de mariage. Juste pour rassurer tout le monde, vous comprenez? Le sang qui battait dans mes oreilles était si fort que j'étais surprise qu'ils ne l'entendent pas. Ma vision s'est concentrée comme un laser, comme un prédateur qui se fixe sur sa proie. Chaque détail de cette salle à manger s'est gravé dans ma mémoire. La façon dont le lustre projetait des ombres sur le visage de Margaret, l'odeur de son parfum coûteux qui se mélange aux arômes persistants du dîner, le son de la respiration lourde d'Harold alors qu'il attendait ma réponse. J'ai réussi à garder ma voix posée, même si mon cœur cognait contre mes côtes. Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Je les ai remerciés pour leur préoccupation. J'ai même réussi à finir mon dessert, bien qu'il ait le goût de carton. Le trajet du retour était atroce. David n'arrêtait pas de s'excuser, les jointures blanches sur le volant. Il a dit qu'il allait leur parler, qu'ils étaient juste protecteurs, qu'ils finiraient par m'accepter une fois qu'ils me connaîtraient mieux. Naïf et adorable David. Il n'avait aucune idée de ce que ses parents venaient de déclencher. J'ai fixé la vitre passager, regardant les lumières de la ville défiler, et j'ai senti quelque chose de froid et de calculé s'installer dans ma poitrine. Il voulait jouer avec l'argent, il voulait remettre en question mes motivations, ma valeur, ma place dans leur précieuse famille. Parfait. Jouons. Le truc quand on a grandi pauvre, et je veux dire vraiment pauvre, pas le genre de pauvre, où on ne peut pas se payer le dernier iPhone, c'est qu'on apprend à être invisible. On apprend à écouter, on apprend à observer. Et surtout, on apprend à attendre le bon moment pour frapper. Ma grand-mère disait toujours que la vengeance est un plat qui se mange froid. Elle avait raison sur beaucoup de choses, mais elle avait particulièrement raison sur ça. Cette nuit-là, je suis restée éveillée à fixer le plafond pendant que David ronflait doucement à côté de moi.
Mon esprit s'emballait, cataloguant chaque affront, chaque sourire condescendant, chaque insulte parfaitement polie que j'avais endurée ces 2 dernières années. Il pensait me connaître. Il pensait m'avoir cerné. Il n'en avait pas la moindre putain d'idée. Voyez-vous, voici ce que Margaret et Harold ne savaient pas sur la femme de leur fils. Je suis l'unique héritière de la fortune Blackwood. Ouais, cette fortune des Blackwood. Celle qui a tranquillement grossi pendant 4 générations tout en restant complètement hors du regard public. Celle qui fait que leur petit empire immobilier ressemble à un stand de limonade. Mon arrière-grand-père a commencé avec rien et a bâti un empire. Mon grand-père l'a étendu, mon père l'a affiné, et quand ils sont tous morts, accident de voiture quand j'avais 16 ans, chaque dernier centime m'est revenu. Mais voilà le truc. L'argent était détenu en fiducie jusqu'à mes 25 ans, avec la stipulation que je devais obtenir mon diplôme universitaire et prouver que je pouvais gérer ma propre vie de manière responsable. Les avocats qui gérèrent la fiducie avaient des instructions strictes pour garder tout ça discret. Pas de publicité, pas de dépenses voyantes, pas d'attirer l'attention sur le nom de famille, juste une accumulation de richesses tranquille et constante pendant que je vivais comme une personne normale. J'ai obtenu mon diplôme à 22 ans. J'ai trouvé un emploi dans une organisation à but non lucratif, parce que qu'est-ce que tu fais d'autre quand tu tues le temps jusqu'à hériter plus d'argent que Dieu? J'ai rencontré David à un gala de charité où je servais des verres et lui signais des chèques. Il pensait que j'étais juste une autre militante en galère essayant de rendre le monde meilleur. Et je l'ai laissé penser ça, parce que pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais, ou dans ce cas, ce qu'il pensait que je n'avais pas. La fiducie a maturé il y a 6 mois. Je vaux maintenant environ 847 millions de dollars, à quelques millions près selon l'état des marchés. Je possède des propriétés sur 4 continents, j'ai des parts dans des entreprises où ces gens font leurs courses et je pourrais acheter tout leur cercle social sans vérifier mon solde bancaire. Mais j'avais continué à vivre comme la même travailleuse d'association fauchée parce que j'étais heureuse. David était heureux. On planifiait notre avenir ensemble et l'argent était juste, là, un arrière-plan, à attendre. Je n'ai jamais demandé à David au sujet de son fonds fiduciaire parce que je m'en foutais complètement de son fonds fiduciaire. J'ai demandé au sujet des finances familiales parce que j'essayais de comprendre comment lui parler des miennes sans complètement détruire son sens de la réalité. Et maintenant? Maintenant, ses parents avaient rendu ça à propos d'argent. Grosse putain d'erreur. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Richard Pembroke, associé principal chez Pembroke, Hayes et Associés. L'homme qui gérait mes affaires depuis mes 16 ans et qui avait des instructions très spécifiques sur quoi faire si quelqu'un questionnait jamais mes motifs pour épouser David. « Madame Blackwood », dit-il, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. J'attendais cet appel. « C'est le moment, Richard. J'aurai les papiers prêts d'ici la fin de journée. Devons-nous procéder avec le package de divulgation complète? »« Oh oui, le package complet. Je veux qu'ils comprennent exactement à qui ils ont affaire. » Le plan était magnifique dans sa simplicité. Margaret et Harold voulaient un accord post-nuptial. Ils allaient en avoir un, accompagné de quelques autres documents qui allaient leur faire tourner la tête. J'ai passé la journée au travail, suivant machinalement ma routine habituelle pendant que mon esprit s'emballait avec les possibilités. Mes collègues de l'association n'avaient aucune idée que leurs collègues si posés étaient sur le point de lâcher la bombe la plus spectaculaire de l'histoire des drames familiaux. Le beau avec les secrets, c'est qu'ils vous donnent du pouvoir. Et j'étais sur le point d'utiliser chaque once de ce pouvoir pour donner à ces gens une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Le soir venu, tout était en place. Richard s'était surpassé. Les documents étaient impeccables, les révélations parfaitement orchestrées, le piège tendu avec une précision mathématique. Margaret et Harold pensaient avoir affaire à une croqueuse de diamants quelconque qui avait eu de la chance avec leur fils. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient été condescendants envers quelqu'un qui pouvait les acheter et les vendre comme une marchandise. Et David, le doux et innocent David, était sur le point de découvrir que sa femme gardait un secret qui changerait tout. Le décor était planté. Les acteurs étaient en position. Il ne restait plus qu'à les regarder réaliser à quel point ils avaient merdé. Parce que quand on s'attaque à quelqu'un, il faut s'assurer de savoir à qui on a affaire. Et Margaret et Harold? Ils n'en avaient clairement aucune idée. Les 3 jours suivants furent un cours magistral en self-control. Je devais faire semblant d'être normale alors que tout mon monde avait basculé en mode vengeance. Vous savez à quel point c'est dur de faire la conversation sur les projets de week-end quand on orchestre secrètement la chute la plus épique de l'histoire familiale?
Chaque conversation donnait l'impression que je jouais dans une pièce où j'étais la seule à connaître le vrai script. David n'arrêtait pas de reparler de la suggestion de ses parents concernant l'accord post-nuptial. Le pauvre était si mal à l'aise avec tout ça, trébuchant sur ses mots comme s'il marchait dans un champ de mine. Il commençait des phrases puis s'arrêtait, se passait les mains dans les cheveux et me regardait avec ses yeux de cocker qui criaient « S'il te plaît, ne sois pas en colère contre mes parents horribles. » « On pourrait peut-être signer quelque chose de simple ?» dit-il au petit déjeuner mardi matin. « Tu sais, juste pour avoir la paix ?» J'ai failli m'étrangler avec mon café. Avoir la paix. S'il savait seulement quel genre de paix j'étais sur le point d'apporter à sa famille. « Bien sûr, chérie, » dis-je, remuant le sucre dans ma tasse avec un calme délibéré. « Comme tu veux. » Il avait l'air si soulagé. Mon Dieu, je me sentais tellement hypocrite. Mais aussi, j'avais l'impression d'être un putain de maître d'échecs déplaçant des pièces sur un échiquier que personne d'autre ne pouvait voir. Le plus dur, c'était de faire semblant d'être blessé par leurs accusations, alors qu'en réalité, j'étais juste en colère. Pas une colère blessée, une colère froide. Le genre de colère qui calcule et planifie et attend le moment parfait pour frapper. Margaret et Harold n'avaient aucune idée qu'ils avaient réveillé quelque chose en moi qui dormait depuis des années. Voyez, voici le truc avec grandir avec de l'argent puis tout perdre, puis le récupérer. Vous apprenez que la vraie nature des gens ressort quand ils pensent avoir du pouvoir sur vous. Margaret et Harold pensaient détenir tous les atouts. Ils pensaient être ceux avec l'argent, l'influence, la capacité de faire ou défaire mon mariage avec leur fils. Ils allaient apprendre que cette supposition était leur première erreur. Richard m'a appelé mercredi après-midi avec des nouvelles. Tout se déroulait exactement comme prévu. Les documents étaient en préparation, les déclarations financières étaient en cours de compilation et les avocats salivaient pratiquement à la pensée de ce qui allait se passer. « Madame Blackwood », dit Richard, sa voix portant ce ton particulier que prennent les avocats quand ils s'apprêtent à livrer des nouvelles spectaculaires, j'ai examiné les finances de la famille Ashford comme demandé. Les Ashford, c'était le nom de famille de David. Rien que d'y penser me faisait monter la tension. Eh bien, ils sont certainement à l'aise. Les propriétés immobilières du père valent environ 12 millions, à peu près. L'entreprise de boutique de la mère rapporte peut-être 300 000 annuellement. Le fonds fiduciaire de David est fixé à 4 millions, accessible quand il aura 30 ans l'année prochaine. J'ai fait un calcul rapide dans ma tête. La valeur nette de toute leur famille était d'environ 16 millions. Je gagnais plus que ça en retour d'investissement chaque mois. Donc, quand vous leur présenterez vos documents de divulgation, ce sera comme montrer un lion à un chat domestique, termina Richard. La comparaison sera frappante. Frappante. J'adorais ce mot. Il impliquait la force, l'impact, le genre de coup qui change tout. Ce soir-là, je me tenais dans notre salle de bain en me brossant les dents et je me suis vraiment regardée dans le miroir. 26 ans, taille moyenne, cheveux bruns que je gardais habituellement en queue de cheval simple, yeux bruns que la plupart des gens décrivaient comme chaleureux. Je ressemblais exactement à ce que j'étais, une travailleuse d'association qui faisait ses courses chez Target et conduisait une Honda Civic vieille de 5 ans. Je n'avais définitivement pas l'air de quelqu'un qui valait près d'1 milliard de dollars. Et c'était exactement le point. Mon arrière-grand-père avait l'habitude de dire que la meilleure arme est celle que votre ennemi ne voit pas venir. Il avait bâti sa fortune en laissant les gens le sous-estimer, en paraissant plus petit et moins menaçant qu'il ne l'était vraiment. Puis, quand ils s'y attendirent le moins, il frappait avec une précision dévastatrice. La pomme, comme on dit, ne tombe jamais loin de l'arbre. Jeudi matin, Margaret a appelé. J'étais au travail, essayant de me concentrer sur une demande de subvention, quand mon téléphone a sonné. Son nom sur l'écran a fait se nouer mon estomac d'anticipation. « Bonjour, Margaret », dis-je, donnant à ma voix un ton légèrement tendu, comme si je digérais encore leur conversation à dîner. « Oh, ma chérie », dit-elle, et je pouvais pratiquement entendre sa fausse compassion s'écouler à travers le téléphone. « Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Je sais que notre conversation de l'autre soir était difficile. C'était une façon de le dire. Je vais bien, dis-je, injectant juste assez de vulnérabilité dans mon ton pour qu'elle sente qu'elle avait le dessus. J'ai réfléchi à ce que tu as dit. Oh, parfait! J'en suis si contente. Tu sais, ma chérie, nous tenons vraiment à toi. Nous voulons juste ce qu'il y a de mieux pour tout le monde. Le ton condescendant dans sa voix me donnait envie de jeter mon téléphone contre le mur. Au lieu de cela, je le serrai plus fort et souris. Elle ne pouvait pas voir le sourire, mais je le sentis transformer mon visage en quelque chose de tranchant et de prédateur. « Je comprends », dis-je. En fait, j'espérais qu'on pourrait tous s'asseoir à nouveau bientôt.
J'ai des choses dont j'aimerais discuter. Bien sûr. Que dirais-tu d'un dîner vendredi soir? À la même heure? Vendredi soir. Parfait. Cela donnait à Richard exactement assez de temps pour mettre la touche finale à notre petite présentation. Cela sonne merveilleux, dis-je. J'apporterai quelques documents avec moi. Tu sais, pour qu'on puisse tout régler correctement? Des documents? Elle avait l'air contente. Elle pensait probablement que j'arrivais avec un traité de reddition préécrit. Juste quelques papiers que mon avocat a suggérés. Rien de trop compliqué. Ton avocat? Sa voix se durcit légèrement. Tu as un avocat? Oh, juste quelqu'un que j'ai consulté au sujet de l'accord post-nuptial. Je voulais m'assurer de tout comprendre correctement. Il y eut une pause. Je pouvais pratiquement entendre son cerveau fonctionner, essayant de comprendre comment une travailleuse d'ONG fauchée pouvait se permettre une consultation juridique. « Eh bien, dit-elle finalement, je suppose que c'est responsable de ta part. J'essaie d'être responsable avec les questions importantes, dis-je, permettant juste à une pointe d'acier de se glisser dans ma voix. Après avoir raccroché, je me suis adossée à ma chaise et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années, le frisson de la chasse. C'est sûrement ce que ressentent les prédateurs quand ils tournent autour de leur proie. Margaret et Harold pensaient avoir affaire à un animal acculé. Ils n'avaient aucune idée qu'ils allaient se retrouver face à face avec un prédateur apex. Cet après-midi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois. Je suis allée faire du shopping. Pas chez Target ou TJ Maxx, où j'achetais habituellement mes vêtements. Je suis allée dans le genre de magasin que je fréquentais avant de décider de jouer les pauvres. Le genre de magasin où ils se souviennent de votre nom et de vos préférences, où ils vous apportent du champagne pendant que vous essayez des vêtements qui coûtent plus cher que le loyer de la plupart des gens. J'avais besoin d'une tenue pour vendredi soir, quelque chose qui enverrait un message très spécifique. La vendeuse de chez Bergdorf m'a reconnue immédiatement, même si je n'y étais pas allée depuis 2 ans. L'argent a le don de marquer les mémoires. « Mademoiselle Blackwood, dit-elle, son visage s'illuminant. Ça fait si longtemps. Quel plaisir de vous revoir. » J'avais oublié à quel point c'était bon d'être reconnue pour qui j'étais vraiment. Qu'on me traite comme si j'avais de l'importance, comme si je valais leur temps et leur attention. « Bonjour Carmen, » dis-je, me glissant de nouveau dans le personnage que j'avais abandonné en rencontrant David. « J'ai besoin de quelque chose pour un dîner très spécial. »« Bien sûr. Quelle est l'occasion? » Disons simplement qu'il est temps de révéler certaines vérités. Les yeux de Carmen pétillèrent d'intérêt. Elle avait habillé assez de femmes riches pour reconnaître le ton de quelqu'un sur le point de faire une déclaration. 20 minutes plus tard, je me regardais dans un miroir, portant une tenue qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens. Chemisier en soie noire, pantalon gris anthracite parfaitement taillé et un blazer qui coûtait probablement plus que toute la garde-robe de Margaret. J'avais l'air de ce que j'étais, de l'argent sérieux. Le genre d'argent qui n'a pas besoin de s'annoncer parce qu'il est si sûr de son propre pouvoir. « Parfait, » dis-je, et Carmen sourit comme si elle venait d'aider à orchestrer quelque chose de magnifique. Parce que c'était le cas, ce soir-là, j'ai fait asseoir David pour ce que je lui ai dit être une conversation importante. Il avait l'air nerveux, s'attendant probablement à ce que je dise que j'étais contrariée par ses parents ou que je voulais annuler toute cette histoire de contrat post-nuptial. « Il faut que je te dise quelque chose. » dis-je, prenant ses mains dans les miennes. « Quelque chose d'important. » Son visage devint pâle. « Tu me quittes? »« Non, chérie. Jamais. Mais je n'ai pas été entièrement honnête avec toi sur quelque chose. » Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de deviner quel secret je pouvais bien avoir. Un ex-petit ami? Un passé criminel? Des problèmes d'argent? Je ne suis pas celle que vous croyez, ai-je dit avec précaution. Enfin, je le suis, mais je suis aussi plus. Je ne comprends pas. Vous comprendrez. Demain soir, quand nous irons chez vos parents, tout va changer. Je vais leur dire certaines choses. Des choses qui vont probablement les choquer. Et vous aussi. David a resserré sa prise sur mes mains. Quel genre de choses? Le genre de choses qui vont rendre leurs inquiétudes à propos de moi, croqueuse de diamants, plutôt ironiques. Il m'a fixé longuement, scrutant mon visage à la recherche d'indices. Tu me fais peur. N'aie pas peur. Rien de mal ne va arriver. Enfin, rien de mal ne nous arrivera à nous. Vos parents? Ils auront peut-être besoin de temps pour digérer. Digérer quoi? J'ai souri, le même sourire prédateur que j'avais eu lors de mon appel téléphonique avec Margaret. Vous verrez, cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Pas parce que j'étais nerveuse, j'étais bien au-delà de la nervosité. J'étais dans cette zone dont parlent les athlètes, où tout ralentit et devient d'une clarté cristalline. Chaque détail du plan était parfait. Chaque éventualité était prévue.
Chaque réaction possible avait été anticipée et préparée. Margaret et Harold pensaient qu'ils allaient me remettre au pas. Ils pensaient qu'ils allaient me remettre à ma place, me faire signer leur petit accord et établir la bonne dynamique de pouvoir dans la famille. Ils étaient sur le point d'apprendre qu'ils avaient joué aux dames pendant que je jouais aux échecs. Et j'étais sur le point de faire échec et mat. Vendredi matin, Richard a appelé avec les derniers détails. Les documents étaient prêts, les déclarations financières étaient complètes. La présentation était conçue pour avoir un impact maximal avec une précision chirurgicale. « Êtes-vous prête pour ça, Madame Blackwood ?» a-t-il demandé. Je me suis regardée dans le miroir de la salle de bain, déjà habillée avec ma tenue déclaration, mes cheveux parfaitement coiffés, mon maquillage impeccable. J'avais l'air exactement de ce que j'étais, une femme avec près d'1 milliard de dollars qui était sur le point de rappeler à certaines personnes l'importance du respect. J'ai été prête pour ça toute ma vie, ai-je dit, parce que c'était vrai. Chaque affront, chaque commentaire condescendant, chaque moment où j'avais été traitée comme si j'étais moins que rien, tout avait mené à ceci. Margaret et Harold n'avaient aucune idée qu'ils étaient sur le point de rencontrer la vraie moi. Et la vraie moi était sur le point de leur montrer à quoi ressemblait une erreur quand elle valait 847 millions de dollars. Le décor était planté, le piège était prêt. Il ne restait plus qu'à le regarder se refermer. Le vendredi soir est arrivé avec ce genre d'air d'automne vif qui rend tout plus net, plus vivant. J'ai passé 20 minutes de plus à me préparer, pas parce que j'étais nerveuse, mais parce que je voulais que chaque détail soit parfait. C'était ma première représentation en tant que vrai moi, et j'avais l'intention de la rendre mémorable. David n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil pendant le trajet jusqu'à chez ses parents, le front plissé d'inquiétude. Je pouvais pratiquement entendre les questions qui se bousculaient dans sa tête, mais il ne les posait pas. Peut-être qu'il avait peur des réponses. « Homme intelligent, tu as l'air différente ce soir », dit-il finalement, ses mains agrippées au volant. « Différente comment ?» J'ajustais mon blazer, sentant le poids des documents de Richard dans mon porte-documents en cuir. « Je ne sais pas. Plus? Intense? Comme si tu partais en guerre ou quelque chose comme ça ?» Je souris, regardant le quartier familier défiler. Le genre de quartier où chaque maison coûtait plus que ce que la plupart des gens gagnaient dans une vie entière, où les pelouses parfaitement entretenues rivalisaient entre elles pour la suprématie banlieusarde. « Je ne pars pas en guerre, chérie. »« Chut. Rééquilibre simplement les choses. » Nous nous sommes garés dans l'allée circulaire, et j'ai vu Margaret qui regardait par les rideaux. Elle voulait probablement bien voir ma tenue, peut-être jauger mon humeur avant qu'on s'asseye. Je me demandais ce qu'elle pensait des vêtements, de la façon assurée dont je marchais vers la porte. Avait-elle remarqué que mon sac coûtait plus que le loyer mensuel de la plupart des gens? Se demandait-elle où une travailleuse d'association caritative avait développé des goûts si coûteux? Harold ouvrit la porte avant qu'on puisse frapper, son visage arborant cette expression particulière que portent les hommes quand ils s'apprêtent à avoir une conversation gênante, mais veulent paraître raisonnables. « David !»« Et Sarah » dit-il, mon nom sortant comme s'il goûtait quelque chose de désagréable. « Entrez, je vous prie. » La maison sentait le rôti de bœuf et le parfum signature de Margaret, cette senteur florale écœurante qui coûtait probablement 300 $ l'once. La salle à manger était mise pour 4, avec leur belle porcelaine et les verres en cristal qui captaient la lumière du lustre. Tout était conçu pour me rappeler que c'était leur domaine, leur territoire, leurs règles. Margaret apparut de la cuisine, s'essuyant les mains sur une serviette, son sourire aussi faux qu'un billet de 3 $. Elle portait ce que je reconnus comme sa tenue « conversation sérieuse », une robe marine conservative qui disait « Je m'apprête à régler des affaires ». « Sarah, ma chère, dit-elle, me faisant un baisement. Tu es ravissante. » Je pouvais entendre le point d'interrogation dans sa voix. Elle avait remarqué l'amélioration dans mon apparence, mais n'arrivait pas vraiment à cerner ce que cela signifiait. Pauvre Margaret. Elle était sur le point de découvrir. « Merci », dis-je en m'installant dans ma chaise, la même chaise où j'avais été piégée 3 jours plus tôt. J'ai apporté ces documents dont nous avons parlé. Je posai le porte-documents en cuir sur la table à côté de mon assiette, assez près pour que tout le monde puisse le voir, mais assez loin pour que personne ne puisse l'ouvrir discrètement. Son poids semblait attirer l'attention de tous comme une attraction gravitationnelle. « Ah, parfait », dit Margaret, mais sa voix portait une note d'incertitude. « Je dois avouer que je suis curieuse de savoir ce que votre avocat a suggéré. Je pense que vous trouverez cela très éclairant. » Nous faisions semblant de converser pendant le dîner, tandis que la tension montait comme la pression dans une machine à vapeur. Margaret me demanda comment se passait mon travail à l'association. Harold mentionna quelque chose sur le temps.
David poussait sa nourriture dans son assiette comme s'il construisait de petites structures architecturales avec sa purée de pommes de terre. Je mangeais lentement, savourant chaque bouchée, sachant que c'était le dernier repas où je devrais faire semblant d'être quelqu'un que je n'étais pas. La dernière fois où je devrais sourire poliment pendant que ces gens me prenaient de haut. La dernière fois où je devrais me mordre la langue pendant qu'ils questionnaient mes motivations et ma valeur. Alors, dit finalement Harold en reposant sa fourchette avec la précision délibérée d'un homme sur le point de gérer des affaires déplaisantes, devrions-nous discuter de cet accord post-nuptial? Absolument, dis-je en tendant la main vers mon porte-document. Je pense que c'est une excellente idée. Margaret se pencha légèrement en avant, les yeux brillants d'anticipation. Elle pensait probablement que j'étais sur le point de capituler, de signer n'importe quel document qu'ils avaient préparé qui m'établirait officiellement comme l'intruse chasseuse de fortune qui avait été remise à sa place. Maintenant, dis-je en ouvrant le porte-document et en sortant le premier document, mon avocat m'a expliqué que dans tout accord post-nuptial, les deux parties doivent fournir une divulgation financière complète. Vous savez, pour que tout le monde sache exactement avec quoi ils travaillent. Harold hocha la tête avec approbation. Très sensé, très professionnel. Je suis contente que vous le pensiez, dis-je en plaçant le document devant lui. Ceci est la divulgation financière de David, préparée par le comptable de votre famille. Il y jeta un coup d'œil, voyant probablement des chiffres familiers. Le salaire de David, son compte d'épargne, son fonds en fidéicommis à venir. Tout très net et bien ordonné et exactement ce qu'ils attendaient. Et ceci, dis-je en sortant un document beaucoup plus épais, c'est le mien. Au moment où ce document toucha la table, toute l'énergie de la pièce changea. C'était comme regarder un film où la bande sonore se tait soudainement et où tout le monde se met à bouger au ralenti. Le verre de vin de Margaret s'immobilisa à mi-chemin de ses lèvres. Les yeux d'Harold s'écarquillèrent en découvrant l'épaisseur des documents. David arrêta de faire semblant de manger et fixa le document comme s'il s'agissait d'une bombe prête à exploser. « Je dois vous prévenir », dis-je d'une voix parfaitement calme. C'est un peu plus long que celui de David. Harold tendit la main vers le document avec les gestes précautionneux de quelqu'un qui manipule quelque chose de dangereux. Ses yeux parcoururent la première page, et je regardais son visage passer par une série d'expressions qui auraient été hilarantes si je n'avais pas été aussi concentrée à mémoriser chaque détail. La confusion, puis la concentration, puis une sorte de prise de conscience graduelle qui fit pâlir son visage. Ça ne peut pas être vrai, dit-il, sa voix à peine audible. « Qu'est-ce qui ne peut pas être vrai ?» demanda Margaret, se penchant pour regarder le document. À l'instant où elle vit les chiffres, sa réaction fut encore meilleure que celle d'Harold. Sa bouche s'ouvrit littéralement, genre choc avec mâchoire qui tombe niveau dessin animé. Le verre de vin glissa de ses doigts et se brisa sur le parquet, en voyant du liquide rouge se répandre sur le tapis blanc comme du sang. « 847 millions de dollars », lut Harold à voix haute, sa voix creuse. Patrimoine net, 847 millions de dollars. La fourchette de David cliqueta dans son assiette. « Quoi ?» Continuez à lire, dis-je, me calant dans ma chaise comme si je regardais le spectacle le plus divertissant de ma vie. Ça devient encore mieux. Les mains d'Harold tremblaient en tournant les pages. Blackwood Holdings, Blackwood Real Estate, Blackwood International ... Il leva les yeux vers moi, son visage de la couleur d'un vieux journal. Blackwood. Votre nom est Blackwood. Sarah Blackwood, confirmai-je, héritière unique de la fortune Blackwood. Vous savez, celle qui a discrètement grandi ces 4 dernières générations tout en restant complètement hors du regard public. Margaret émit un son qui était quelque part entre un halètement et un gémissement. Mais vous travaillez dans une association. Vous conduisez une Honda Civic. Vous faites vos courses chez Target. Je fais toutes ces choses, acquiesçai-je. Parce que j'en avais envie. Parce que j'aimais vivre simplement. Parce que je trouvais agréable d'avoir une vie normale pendant un moment. Un moment? La voix de David se brisa comme celle d'un adolescent. Le fonds fiduciaire a maturé il y a 6 mois, expliquai-je, sortant un autre document. Voici la lettre de mes avocats, datée d'il y a 6 mois et 3 jours, m'informant officiellement que j'avais obtenu l'accès complet à la fortune familiale. Je laissai cela s'imprégner un instant. Il y a 6 mois, bien après que David et moi avions commencé à sortir ensemble, bien après que j'ai rencontré ses parents, bien après que toute personne sensée puisse prétendre que je m'intéressais à leur fils pour son argent. Donc, quand vous avez demandé à propos du fonds en fidéicommis de David, la voix de Margaret était à peine un murmure. J'essayais de trouver comment dire à mon mari que je valais plus que toute sa famille réunie sans complètement détruire son sens de la réalité.
J'ai souri, sentant la satisfaction se répandre dans ma poitrine comme du miel chaud. J'essayais d'être prévenante. Harold fixait toujours la déclaration financière comme si elle était écrite dans une langue étrangère. Ça dit que vous possédez des propriétés à Manhattan et à Londres et à Tokyo, entre autres endroits. Le penthouse à Manhattan a une vue magnifique sur Central Park. La propriété londonienne est juste à Mayfair, très pratique pour les réunions d'affaires. J'ai fait une pause, laissant le poids de cela s'installer. La propriété de Tokyo est plutôt un investissement. L'immobilier là-bas est très lucratif. Vous avez des parts dans... Harold lisait la liste, sa voix s'affaiblissant à chaque élément. Amazon, Apple, Google, Microsoft. Mon arrière-grand-père disait toujours que la diversification était essentielle. Il était très malin avec les investissements. Margaret me regardait comme si je venais de révéler que j'étais une extraterrestre. Mais vous sembliez si... Normale. Je suis normale. Je suis juste normale avec beaucoup d'argent. J'ai sorti le document final, celui que Richard avait préparé avec un soin particulier. Ce qui nous amène à ceci. Le document était intitulé « Proposition de contrat postnuptial, mariage Ashford-Blackwood ». Je l'ai placé au centre de la table comme si je posais une quinte flush royale, puisque vous étiez si préoccupé par la protection des biens de David. J'ai dit « J'ai pensé que nous devrions nous assurer que tout soit bien documenté ». Harold a ouvert le document avec des mains tremblantes. J'ai regardé ses yeux parcourir la première page, puis la deuxième, puis la troisième. À chaque page, son visage pâlissait davantage. « Ceci protège le fonds en fidéicommis de David », a-t-il dit lentement. « Entre autres choses. Et cela établit des biens séparés pour tous les actifs acquis avant le mariage. » Exactement. Ce qui signifie... Il a levé les yeux vers moi, la compréhension se faisant jour dans ses yeux. Ce qui signifie que David n'a aucune prétention sur votre fortune. Pas un sou, j'ai confirmé joyeusement. À moins qu'il ne m'arrive quelque chose, auquel cas il hérite de tout. Mais tant que je suis vivante, ce qui est à moi est à moi. Margaret avait l'air sur le point de s'évanouir. Vous protégez votre fortune de David? Je protège ma fortune de quiconque pourrait remettre en question mes motifs pour épouser votre fils. J'ai laissé cela planer dans l'air un moment. Après tout, nous ne voudrions pas que quiconque pense que je ne cherchais que l'argent. Le silence qui suivit était si complet que je pouvais entendre le tic-tac de l'horloge grand-père dans le couloir. David me fixait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Margaret s'agrippait au bord de la table comme si elle se noyait. Harold lisait encore le document, ses lèvres remuant silencieusement alors qu'il assimilait chaque clause dévastatrice. « Il y a plus », dis-je, parce que je n'avais pas tout à fait terminé. Je sortis un document plus petit, celui-ci portant l'entête de Pembroke, Hayes et Associés. C'est une lettre de mon équipe juridique à l'avocat de votre famille. Harold l'a pris avec les mouvements prudents de quelqu'un qui s'attendait à ce qu'elle explose. Ses yeux parcoururent la page unique, et je vis son visage subir une dernière transformation, du choc à quelque chose qui ressemblait presque à de la terreur. Ils demandent un rendez-vous pour discuter des implications de diffamation du fait de remettre en question mes motivations financières. Defamation? La voix de Margaret était à peine un couinement. Eh bien, quand on remet publiquement en question le caractère de quelqu'un en suggérant qu'il est un chasseur de fortune, surtout quand cette personne vaut près d'1 milliard de dollars, cela peut être considéré comme diffamatoire. Je haussai les épaules comme si ce n'était qu'un détail technique mineur. Mes avocats ont pensé qu'il était important d'aborder le sujet. « Nous ne voulions pas... » commença Harold. « Vous ne vouliez pas me traiter de chasseuse de fortune devant votre fils? Vous ne vouliez pas suggérer que je ne m'intéressais qu'à l'argent de David? Vous ne vouliez pas me demander de signer un document qui m'aurait essentiellement étiquetée comme une chasseuse de fortune? » J'inclinai la tête, étudiant son visage. « Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement? » David retrouva finalement sa voix. « Sarah, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? » Je me tournai vers mon mari, voyant la confusion et la douleur dans ses yeux. « Parce que j'adorais que tu tombes amoureux de moi quand tu pensais que j'étais juste une employée fauchée d'une association. J'adorais que tu veuilles m'épouser même si tu pensais que je ne pouvais pas contribuer financièrement à notre avenir. J'adorais que tu me choisisses quand tu pensais que je n'étais rien de spécial. »« Mais tu n'es pas rien de spécial, » dit-il, sa voix lourde d'émotion. « Tu es... Je suis exactement qui j'ai toujours été. J'ai juste beaucoup d'argent. » Je tendis la main à travers la table et pris la sienne. « La seule chose qui a changé, c'est que tes parents savent maintenant qu'ils ont pris de haut quelqu'un qui pourrait les acheter et les vendre comme une marchandise. » Margaret émit un son qui était entre un sanglot et un rire. « Nous n'avions aucune idée. » « Non, vous n'en aviez pas. Et c'est ça le problème.
Je me levai, lissant mon blazer, sentant le pouvoir du moment couler en moi comme de l'électricité. Vous n'avez même pas pris la peine d'apprendre à me connaître. Vous avez juste regardé mon passé, fait des suppositions sur mes motivations et décidé que je n'étais pas assez bien pour votre fils. Nous essayons juste de protéger David, dit Harold faiblement. De quoi? D'une femme qui l'aime inconditionnellement? De quelqu'un qui l'a choisi quand elle pensait qu'il était celui qui avait tout l'argent? Je ris, et cela sortit plus dur que je ne l'avais voulu. Vous essayez de protéger David de la meilleure chose qui lui soit jamais arrivée. Je contournai la table, mes talons claquant sur le parquet, et me plaçai derrière la chaise de David. Je posai mes mains sur ses épaules, sentant la tension dans ses muscles. Votre fils a épousé quelqu'un qui pourrait lui donner tout ce qu'il a toujours voulu. Quelqu'un qui pourrait lui acheter n'importe quelle maison, n'importe quelle voiture, n'importe quelle expérience que son cœur désire. Quelqu'un qui pourrait l'installer pour la vie de façon que vous ne pouvez même pas imaginer. Je serrai doucement ses épaules. Et il a mérité cela en étant le genre d'homme digne de ce genre d'amour. Margaret pleurait maintenant, le mascara coulant sur ses joues en traînées sombres. Nous sommes tellement désolés. Nous ne savions pas. Non, vous ne saviez pas. Et vous n'avez pas cherché à savoir. Vous avez juste décidé que j'étais une menace et avez agi en conséquence. Je retournai vers ma chaise, mais je ne m'assis pas. L'ironie, c'est que si vous aviez juste été gentil avec moi, si vous m'aviez juste traité comme une personne au lieu d'un problème à résoudre, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Harold fixait toujours les documents financiers, comme s'ils pourraient disparaître s'il détournait le regard. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Je veux que vous signiez l'accord post-nuptial, dis-je simplement. Je veux que vous reconnaissiez officiellement que je ne cours pas après l'argent de votre fils. Je veux que vous mettiez par écrit que le fonds fiduciaire de David est complètement à l'abri de sa femme croqueuse de diamants. Mais vous n'avez pas besoin de notre argent, dit Margaret, la voix brisée. Non, je n'en ai pas besoin. Mais vous devez signer ce document. Vous devez admettre que vous vous êtes trompé sur moi. Vous devez reconnaître que la femme que vous avez essayé d'humilier est en fait en position d'aider votre famille de façon que vous n'avez jamais imaginée. Nous aider comment? Demanda Harold prudemment. Je souris, et cette fois ce n'était pas prédateur. C'était le sourire de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait tous les atouts en main et se sentait généreuse. Eh bien, pour commencer, je pourrais investir dans l'entreprise immobilière d'Harold, la transformer d'une opération de 12 millions de dollars en quelque chose qui compte vraiment. Je pourrais aider Margaret à développer sa boutique en véritable empire de mode. Je pourrais créer des fonds fiduciaires pour tous les petits-enfants qui feraient passer l'héritage de David pour de l'argent de poche. La pièce était si silencieuse que je pouvais entendre la respiration saccadée de Margaret. Mais d'abord, continuai-je, j'ai besoin de savoir que vous comprenez à qui vous avez affaire. J'ai besoin de savoir que vous me respectez. Et j'ai besoin de savoir que vous ne remettrez plus jamais, jamais mes motivations en question. David se leva brusquement, sa chaise raclant contre le sol. Il se tourna pour me faire face et je vis quelque chose dans ses yeux qui fit s'emballer mon cœur. Pas de la peur, pas de la colère, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'émerveillement. « Tu es incroyable », dit-il doucement. « Tu es absolument incroyable. Je ne suis qu'une femme qui en a eu marre d'être sous-estimée. » Il rit, et c'était le premier son authentique que quelqu'un avait émis de toute la soirée. « Sous-estimée? Sarah, tu viens de démolir toute la vision du monde de mes parents en l'espace de 20 minutes. » Ils ont démoli leur propre vision du monde, corrigeai-je. J'ai juste fourni les preuves. Harold s'éclaircit la gorge, sa voix encore tremblante. Le contrat post-nuptial, qu'est-ce qu'il dit exactement? Il dit que le fonds fiduciaire de David est complètement protégé de toute réclamation que je pourrais faire. Il dit que tous les biens acquis avant notre mariage restent des biens séparés. Il dit que je renonce à toute réclamation sur les actifs de sa famille, maintenant ou dans l'avenir. Je marquai une pause, observant son visage. Et il dit que sa famille reconnaît que j'ai entamé ce mariage avec des ressources financières considérablement supérieures à celles de leur fils. Margaret leva les yeux de sa serviette tachée de larmes. Considérablement supérieures? Environ 200 fois supérieures, à quelques détails près. Le chiffre resta suspendu dans l'air comme une présence physique. 200 fois supérieure. La boutique de Margaret rapportait peut-être 300 000 € par an. Moi, je gagnais plus que ça en retour d'investissement chaque jour. Nous le signerons, dit Harold doucement. Nous signerons tout ce que vous voudrez. Bien. Je sortis un stylo de mon portfolio, un Mont Blanc qui coûtait plus que la mensualité de voiture de la plupart des gens. Il y a encore une chose. Margaret leva les yeux avec espoir, pensant probablement que j'allais offrir une sorte de rameau d'olivier. Je veux des excuses, dis-je simplement. De vraies excuses.
Pas parce que vous vous êtes fait prendre à avoir tort, mais parce que vous avez blessé quelqu'un que vous êtes censé aimer. » La main de David trouva la mienne, ses doigts s'entrelaçant avec les miens dans un geste qui donnait l'impression de rentrer à la maison. « Je veux que vous vous excusiez d'avoir fait en sorte que votre fils se sente obligé de choisir entre sa femme et sa famille. Je veux que vous vous excusiez de m'avoir fait sentir que je n'étais pas assez bien, et je veux que vous vous excusiez d'avoir supposé le pire à propos de quelqu'un que vous connaissiez à peine. » Les épaules de Margaret tremblèrent tandis qu'elle pleurait. « Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Nous avions tout faux. » « Vous aviez tout faux ?» J'ai acquiescé. « Mais vous allez signer ce document, et ensuite nous allons aller de l'avant. Parce que malgré tout, j'aime votre fils. Et si vous pouvez apprendre à me traiter avec le respect que je mérite, peut-être qu'on peut construire quelque chose de mieux que ce qu'on avait. » Harold a tendu la main vers le stylo avec des mains tremblantes. « On fera mieux. On vous le promet. J'espère bien. » J'ai dit en le regardant signer le document qui reconnaîtrait officiellement sa monstrueuse erreur. Parce que la femme que vous pensiez être une croqueuse de diamants vient de devenir la personne la plus puissante de votre famille. Et maintenant, j'ai continué, pendant que Margaret signait de ses mains tremblantes, on va finir de dîner. On va avoir une conversation civilisée sur comment on avance à partir d'ici. Et on ne va plus jamais reparler d'argent. Je me suis rassise, j'ai lissé ma serviette sur mes genoux et j'ai souri à mon mari. À moins, bien sûr, que vous vouliez discuter de cette maison de vacances dans les Hamptons que je pense acheter. David s'est mis à rire, un rire profond et sincère qui a secoué tout son corps. Les Hamptons, vue sur mer. 24 chambres. Parfait pour les réunions de famille. Margaret a levé les yeux de sa serviette tachée de larmes, les yeux écarquillés. 24 chambres? Eh bien, j'ai dit en coupant dans mon rôti maintenant froid, il va nous falloir quelque part où mettre tous ces petits-enfants que je compte gâter pourris. Et pour la première fois depuis que j'avais mis les pieds dans cette maison, Margaret m'a souri comme si elle le pensait vraiment. Le jeu était terminé. J'avais gagné, mais plus important encore, j'avais gagné d'une façon qui laissait à tout le monde la possibilité de sauver la face et d'avancer. Parce que c'est ça le vrai pouvoir, pas seulement la capacité de détruire ses ennemis, mais la sagesse de savoir quand s'arrêter. 6 mois plus tard, je suis assise dans mon vrai bureau, pas le petit espace étriqué de l'association, mais le bureau d'angle au 42e étage du Blackwood Building à Manhattan, et je repense à ce dîner. Au regard de Margaret, quand elle s'est rendue compte qu'elle faisait la leçon à quelqu'un qui pouvait acheter son monde entier sans vérifier son solde bancaire. Aux mains d'Harold qui tremblait quand il a signé ce contrat post-nuptial. Au rire de David quand il a finalement compris que sa femme n'était pas juste une fille fauchée qu'il avait sauvée de l'obscurité. La vengeance était parfaite, absolument, dévastateusement parfaite. Mais vous savez ce qui est drôle avec la vengeance parfaite? Une fois qu'on l'a eue, une fois qu'on a regardé ses ennemis réaliser à quel point ils avaient merdé, il y a ce moment de « les vides ». Comme si tu avais construit vers ce crescendo toute ta vie, et puis c'est fini, et tu te retrouves à te demander ce qui vient ensuite. Ne me comprenez pas mal, je ne regrette pas de l'avoir fait. Margaret et Harold méritaient chaque seconde de cette humiliation. Ils méritaient de comprendre ce que ça faisait d'avoir complètement, totalement tort sur quelqu'un. Ils méritèrent de savoir que leur petit discours condescendant sur mes origines modestes était adressé à quelqu'un qui aurait pu acheter tout leur cercle social comme un investissement de loisir. Mais la vraie satisfaction n'était pas de les voir se tortiller. C'était de voir le visage de David quand il a réalisé que sa femme, la femme dont il était tombé amoureux quand il pensait qu'elle était juste une autre travailleuse d'association en difficulté, était en fait quelqu'un qui pouvait lui offrir une vie au-delà de ses rêves les plus fous, et qu'elle l'avait choisi quand même. Les changements ont commencé immédiatement. En une semaine, Harold avait appelé le bureau de Richard pour discuter d'opportunités d'investissement potentielles. Margaret avait envoyé des fleurs à mon appartement, mon vrai appartement, pas le petit endroit modeste que je louais pour maintenir ma couverture. Elle avait réussi à découvrir l'existence du Penthouse par je ne sais quel réseau que les femmes riches utilisent pour se renseigner les unes sur les autres. David a officiellement emménagé avec moi le mois suivant. Le regarder traverser des pièces qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons, le voir essayer de réaliser que c'était sa vie maintenant, c'était mieux que toute vengeance que j'aurais pu orchestrer. Il n'arrêtait pas de toucher les choses comme s'il avait peur qu'elles disparaissent. Les plans de travail en marbre, le Picasso original dans le salon, la vue sur Central Park qui s'étendait comme un tableau. « J'arrive encore pas à croire que c'est réel ?» a-t-il dit un matin, debout sur le balcon en pyjama, regardant la ville comme s'il en était propriétaire. Ce qui techniquement était un peu le cas maintenant. « C'est réel », je lui ai dit, l'enlaçant par derrière. «
et c'est à nous. À nous. Il a répété le mot comme s'il le goûtait. Je suis mariée à quelqu'un qui possède la moitié de Manhattan. Pas la moitié. Peut-être un tiers. Il a ri et j'ai senti la tension quitter ses épaules. Il lui avait fallu des mois pour accepter pleinement que ce n'était pas une blague élaborée, que sa femme valait vraiment plus d'argent qu'il ne pouvait conceptualiser. Mais progressivement, il avait commencé à s'y habituer, à comprendre que la femme dont il était tombé amoureux était exactement la même personne. Il se trouvait juste que j'avais des ressources qui faisaient passer son fonds fiduciaire pour de la petite monnaie. La dynamique familiale a changé aussi, d'une façon que je n'avais pas entièrement anticipée. Margaret a commencé à m'inviter à des événements, galas de charité, déjeuners mondains, ce genre d'occasion où les femmes riches se rassemblent pour dépenser de l'argent pour de bonnes causes et juger les accessoires des autres. Au début, j'ai pensé que c'était juste du lèche-botte, sa façon d'essayer de revenir dans mes bonnes grâces. Mais peu à peu, j'ai réalisé que c'était autre chose. Elle essayait de me comprendre, de découvrir comment quelqu'un avec mon passé avait pu se cacher en pleine lumière si longtemps. « Tu es différente des autres gens riches », m'a-t-elle dit pendant un déjeuner dans un restaurant chic où les serveurs gagnaient probablement plus que le salaire annuel de la plupart des gens. « Tu ne l'étalais pas. Mon arrière-grand-père m'a appris que le meilleur pouvoir est le pouvoir invisible, ai-je dit en coupant ma salade ridiculement chère. Les gens ne peuvent pas utiliser ta richesse contre toi s'ils ne savent pas que tu l'as. C'est pour ça que tu l'as cachée à David ? J'ai réfléchi à la question, en roulant ma fourchette dans les feuilles. Je l'ai caché à David parce que je voulais savoir qu'il m'aimait pour qui j'étais, pas pour ce que j'avais. Je voulais être sûre que quand il me choisissait, c'était moi qu'il choisissait. Margaret a hoché la tête lentement. Et maintenant ? Maintenant je sais. Il est tombé amoureux d'une travailleuse d'association qui conduisait une Honda Civic. Tout le reste n'est que bonus. Harold était différent aussi. La fanfaronnade avait disparu, remplacée par quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Il a commencé à venir me voir pour des conseils d'affaires, me demandant mon opinion sur des transactions immobilières et des opportunités d'investissement. Le plus drôle, c'est que j'aimais vraiment l'aider. Il s'avère que quand on retire la condescendance et l'idée que tu es une sorte de chercheuse d'or menaçante, Harold était en fait assez intelligent en affaires. « Je pourrais t'aider à développer », lui ai-je dit un après-midi, en examinant sa dernière proposition de projet. « Transformer ça d'une opération locale en quelque chose de régional. Peut-être national. » Ses yeux se sont illuminés comme un enfant le matin de Noël. « Tu ferais ça ? J'investirais dans ça. Il y a une différence. » J'ai souri, me rappelant les leçons que mon arrière-grand-père m'avait enseignées sur le mélange des affaires et de la famille. Mais oui, je pense que ça pourrait être très profitable pour tout le monde. En 6 mois, la petite société immobilière d'Harold était devenue Ashford Blackwood Properties, avec des bureaux dans 3 États et des plans d'expansion nationale. La boutique de Margaret s'était transformée en une chaîne de magasins de mode haut de gamme, chacun proposant le genre de vêtements que les femmes comme elle achetaient pour faire sensation aux galas de charité. David avait quitté son travail en entreprise pour aider à gérer les affaires familiales, ce qui était hilarant parce que maintenant il était techniquement mon employé. Mais la vraie victoire n'était pas financière. C'était la nuit où Margaret m'a appelé pour me demander conseil sur un problème familial. Pas un conseil financier, un conseil personnel. Elle s'inquiétait pour le mariage de sa sœur et elle voulait savoir ce que je pensais qu'elle devrait faire. « Pourquoi tu me demandes ça ?» j'ai dit, sincèrement curieuse. « Parce que tu es la personne la plus intelligente que je connaisse », a-t-elle dit simplement. « Et parce que j'avais tort à ton sujet. Tellement tort que j'ai failli perdre le respect de mon fils et j'ai failli perdre la chance de connaître quelqu'un qui aurait pu rendre notre famille plus forte dès le début. » C'était le moment où j'ai su que la vengeance était terminée. Non pas parce que je les avais humiliés, mais parce que j'avais gagné quelque chose de plus précieux que leur peur. J'avais gagné leur respect. L'association caritative m'a demandé de rester en tant que membre du conseil d'administration, ce qui était parfait parce que le travail m'avait en fait manqué. Aider les gens, faire une différence, ça n'avait jamais été une question d'argent. C'était une question d'avoir un but, d'utiliser mon temps pour quelque chose de significatif. Maintenant, je pouvais faire les deux. Diriger l'empire commercial de ma famille et continuer le travail qui m'avait fait me sentir humaine pendant ces années où je me cachais. David m'a demandé en mariage de nouveau 6 mois après le dîner. Non pas parce que nous n'étions pas déjà mariés, mais parce qu'il voulait bien faire les choses cette fois. Il voulait demander à la vraie moi, en sachant tout sur qui j'étais et ce que j'apportais à notre mariage. Je suis tombé amoureux de Sarah, la travailleuse d'association caritative, a-t-il dit, à genoux dans notre salon, tenant une bague qui coûtait probablement plus que la maison de ses parents.
Mais je veux passer ma vie avec Sarah Blackwood, la femme qui va changer le monde. J'ai dit oui, évidemment, parce que malgré tout, malgré les mensonges, les secrets, le plan de vengeance élaboré, nous avions trouvé quelque chose de réel. Quelque chose qui transcendait l'argent et les drames familiaux et la danse compliquée du pouvoir et de la vulnérabilité qui définit toute relation. Le mariage était petit, juste la famille et les amis proches. Margaret a pleuré pendant la cérémonie, mais c'était des larmes de joie cette fois. Harold m'a accompagnée jusqu'à l'hôtel, ce qui était son idée, pas la mienne. « Je veux bien faire les choses », a-t-il dit quand il me l'a demandé. « Je veux montrer à tout le monde que tu n'es pas seulement la femme de David, tu es notre fille. » Alors que je suis assise ici maintenant, regardant la ville que mon arrière-grand-père a aidé à construire, je pense à la leçon dans tout cela. Ce n'est pas vraiment une question d'argent, c'est une question de respect, de la différence entre être craint et être valorisé, du pouvoir qui vient du fait de savoir exactement qui tu es et de refuser de laisser qui que ce soit te faire sentir moins que ça. Margaret et Harold pensaient avoir affaire à quelqu'un d'inférieur, quelqu'un qu'ils pouvaient intimider et contrôler. Ils ont appris que les suppositions peuvent être dangereuses, surtout quand on a affaire à quelqu'un qui a été sous-estimé toute sa vie. Mais plus que ça, ils ont appris que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on possède. Il vient de qui on est quand on pense que personne ne regarde. Et j'avais passé 2 ans à être exactement qui j'étais, avec ou sans argent, avec ou sans fortune familiale. La vengeance était parfaite. Mais la vraie victoire, c'était de construire quelque chose de mieux à partir des cendres de leurs suppositions. Et maintenant, quand les gens me demandent comment s'est passé mon mariage, comment j'ai su que David était le bon, je leur dis la vérité. Je le savais parce qu'il m'aimait quand il pensait que je n'étais personne de spécial. Il m'aimait quand il pensait que j'étais juste une autre rêveuse fauchée qui essayait de rendre le monde meilleur. C'est le genre d'amour sur lequel on peut construire une vie. Tout le reste, ce ne sont que des chiffres sur un compte en banque. Même si ces chiffres sont plutôt putain d'impressionnants.